Le livre, en fait, le prétexte, c'est de rassembler des gens, finalement. Les histoires, ça rassemble les gens. Moi, quand j'étais petit ou jeune, tu vois, on aimait écouter les histoires, mais le premier truc, c'était que les histoires, elles permettaient aux gens de se rassembler. 10h venait de sonner à Maison Lafitte et j'avais rendez-vous au COSI avec Ramsès Kefi. On ne se connaissait pas encore, mais plusieurs ingrédients nous rassemblaient. Les Yvelines, déjà, et le goût de transmettre des histoires, surtout. À la rentrée dernière, Ramsès publiait aux éditions Philippe Ray son premier roman, 4 jours sans ma mère, toujours en lice pour le prix des libraires, le prix Libraire en scène et beaucoup d'autres. Une reconnaissance méritée pour celui qui depuis toujours puise dans les histoires la passion des rencontres et de l'imagination. Avant cela, il signait aux éditions de l'Iconoclaste avec son compère Rachid Laherech, le roi Djibril, comte de la cité, hommage à l'oralité et aux contes de son enfance et de son adolescence. Ce matin, nous avons pris des trains en partance pour 1000 paysages, un livre à la main, quelqu'un à qui l'offrir et un café à partager. Ensemble, nous avons inventé un nouveau lieu où se rassembler, le PMU littéraire, où résonnent les rires, les histoires et la joie de se retrouver. Je suis Dolly Chouéry de la librairie Des gens qui lisent à Sartrouville et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des gens qui lisent à la découverte de la bibliothèque de Ramsès Kefi. Bonjour, je suis désolée, je suis en retard. Bonjour, ça va? c'est moi qui ai d'être en retard, mais je suis arrivé par un miracle en avance. C'est vrai? La première question que je pose, c'est où sommes-nous, Ramsès, et pourquoi est-ce qu'on le voit ici? On est à Maison Lafitte, Ouais. On est à Maison Lafitte dans les Yvelines natales. Gloire aux Yvelines. Ouais, gloire aux Yvelines, gloire au département royal. C'est le café où on venait avec des potes pour changer un peu d'air. On venait ici boire le café. Ouais, fin de lycée, début de fac. Moi j'étais à la fac, j'avais 17 ans moi quand j'étais à la fac. On avait, quand on change d'air, on a d'autres discussions du coup. Ok. Et puis on restait jusqu'à la fermeture souvent. Ok. Minuit à peu près je pense. En semaine ça devait être minuit, un truc comme ça. Puis après on traînait un peu dehors. Donc en fait souvent après les soirées ici, je lisais, je rentrais chez moi à lire. Est-ce que il y a des endroits ou des moments particuliers, privilégiés dans lesquels tu aimes bien être pour lire, justement? Ouais, le train. Le train? Moi je suis un grand amoureux du RER et du train. Ok. Je sais qu'il y a des gens qui... Je comprends, il y a des plaintes sur les horaires. Encore tout à l'heure, j'étais à la gare de Maison Lafitte, il y avait des gens qui criaient. Ah ouais, parce que c'était en retard? Ouais, en retard. Mais moi, c'est mon endroit favori. Et pour lire et pour écrire. Ok. Je peux écrire dans un train. Tu peux écrire dans le train? Ouais, et je parle pas des TER. Hein. Moi, je parle du Paris-Mantes que je prenais. Et je parle du RER. Et moi, j'aime bien quand je suis dans un RER et qu'il est lent. J'aime bien les RER lents et les trains lents. Ok. Comme ça, je suis tranquille. Qu'est-ce qui te plaît dans le train? Pourquoi Le bruit. Ah. Ouais, le bruit, j'aime bien quand il y a le bruit des rails. Moi, les rails, c'est ma passion. Les rails, le train, le chemin de fer et tout. Moi, c'est ma passion. Moi, quand j'étais petit, je voulais être conducteur de train. C'est vrai? Ouais. Et dans le train, ouais, j'aime bien lire. Ouais. Franchement, c'est l'endroit où j'arrive quasiment à me concentrer le mieux. Je suis dans une concentration quasi maximale dans le train. D'accord. Je retiens les histoires, je suis inspiré. Et j'aime bien les trains du soir aussi. Moi, je suis quelqu'un de très nocturne. Ok. Et quand il y a moyen de prendre le dernier train, je prenais le dernier train. En fait, le train, pour être très précis, le train, c'est le moment où je vais commencer les livres. D'accord. C'est l'endroit où je sais si je vais aimer un livre ou pas. Ok. Donc ça veut dire que si je l'ai commencé dans le train qui me plaît, c'est bon, c'est réglé. Je peux lire chez moi, je peux lire chez moi, tu vois, ou je peux lire n'importe où en fait. Ça te donne le ton? Ouais, ça me donne le ton. C'était le test. Si j'étais éditeur, je lirais dans le train, je ferais un Mantes Paris et je le lirais dans le Mantes Paris. Tu saurais si ça vaut le coup Je sais, ou pas. ça vaut le coup ou pas. Ok. Ouais. Et alors, est-ce que il y a des moments à l'inverse, ou des endroits, ou des périodes peut-être de ta vie où tu n'arrives plus à lire? Ouais. Et tu arrives à savoir pourquoi? Ouais, je sais pourquoi. Il y avait un moment où je bossais beaucoup. Moi, j'étais journaliste et à un moment à Libé, je bougeais beaucoup. J'étais reporter moi là-bas. Donc moi, je suis un vadrouilleur un peu. Donc je prenais les voitures, La marche, le train, toujours. le train, la voiture et tout. Et à un moment donné, en fait, t'as plus l'espace mental pour lire. Moi, j'aime bien que en fait, tout est motivé par le plaisir dans l'écriture et la lecture. Et quand t'as plus le plaisir de lire,
bah je lis pas, tu vois. Et là en fait j'étais un peu à droite à gauche, j'étais un peu presque fatigué un peu. Le cerveau il était pas dispo. Donc il y avait des moments où je lisais beaucoup moins, mais je prenais moins de plaisir à lire en fait. Okay. Quel que soit le livre, t'arrivais pas à ouais, j'arrivais pas à le savourer. J'arrivais pas à savourer, donc parfois j'avais des livres et je savais que c'était super. Je le lisais, je disais mais en fait je suis en train de rater quelque chose. Plaisir total. Tu vois, j'avais lu des livres, par exemple j'avais fait l'interview d'Annie Ernaux à Cergy là, sur la ligne RERA. Et oui, incroyable. Et oui. Avec mon compère Rachid Laïrech, avec qui on a fait le Roi Djibril justement. Oui. J'ai lu Annie Ernaux, j'avais la petite pile et tout. Pour préparer cette interview. Ouais, mais j'ai pas pris le plaisir. C'était un truc de. Je savais qu'il y avait des livres, c'était super. Je savais que j'aurais pu rentrer dedans. Mais je les ai lus comme une machine. C'était l'IA, tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, prochaine étape, je vais relire les livres d'Annie Ernaux que j'ai chez moi. Parce que je sais que je les ai pas appréciés. Donc c'était ma question. Dans ces moments-là, quand tu te dis la rencontre, je suis en train de rater quelque chose, tu sais que tu y reviens plus tard. J'y reviens obligatoirement. Okay. C'est un truc de. Je l'ai pas savouré. C'est comme Natacha Apana, Les Trucs tropiques de la violence. Oui. Je l'ai lu, j'avais commencé à lire, je l'ai lu et tout. Je savais que c'était super. C'était extraordinaire, c'est un livre extraordinaire. Et j'ai dit je vais le relire, donc je l'ai relu là. Okay. J'ai dit voilà. Et là j'ai compris pourquoi c'était extraordinaire. Comment tu dis ça? Natacha Apana par exemple, rien que dans l'histoire, la façon dont elle a agencé l'histoire et la façon dont elle rentre dans l'histoire, je savais que c'était du grand art. Sauf que mon cerveau il a dit t'es sur autre chose, un peu fatigué, pas maintenant. Il y a un mot qui pour toi pourrait définir ton rapport à la lecture. Quel genre de lecteur tu dirais que tu es? Moi je suis très bon public. Bon public? Ouais, bon public. Moi je suis pas j'ai pas de chapelle, je suis pas un intégriste de la lecture. C'est quoi un intégriste de la lecture? C'est des gens qui disent ouais ça c'est impossible, c'est pas bien, c'est pas machin. Moi je donne sa chance à tout le monde, à sa chance. C'est dur à dire. Ouais. Je donne sa chance à tout le monde parce que. T'as pas d'a priori, tu veux dire? Non, sur aucun livre et sur aucun auteur. Ça veut dire que j'ai pu lire des auteurs ou des autrices. Le premier m'a pas plu, mais je pars du principe que chaque projet, il a son histoire. Mais je pars du principe que les gens se régénèrent aussi. Ça veut dire que les gens changent. Et à chaque projet de livre, tu peux changer. Tu peux être devenu quelqu'un d'autre. Tu peux avoir raté aussi, tout simplement. Et rater, ça fait. Il n'y a pas de honte à rater. Sinon, si t'essayes pas. Il y a des gens, ils ont jamais rien essayé. Ils te disent, ils font la leçon. Ils ont écrit un livre, c'était bien, ils sont arrêtés. Moi, les librairies, j'ai découvert sur le tard parce que je suis comme plein de gens, peut-être plein de gens en France. Oui, bien sûr. On était des enfants de la Fnac, Cultura, et surtout, on a toujours eu l'impression que les livres coûtaient plus cher en librairie. Donc on rentrait pas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Prix unique. Ça, je l'ai su après. Ça veut dire que j'ai grandi et tout. Et je me disais, j'avais pas le réflexe de rentrer en librairie. Je disais, je sais pas pourquoi, c'est pas pour moi. Mais oui. Non, je me disais, c'est pas pour tout le monde. Et je me disais, peut-être que on va me tomber dessus. Et ben, je vais devoir me justifier d'un truc et tout. Et ouais, à Cultura, à la Fnac, tu vois. Tranquille. Alors regarde, vous êtes tous gentils. Vous êtes super. Ouais, clairement. Il y a un truc avec le livre qui est pas naturel. Qu'est-ce que tu as trouvé en librairie qui te plaît maintenant? Le plaisir. En vrai, je savais pas que c'était un lieu où il y avait autant de plaisir. Et j'ai trouvé que les libraires, sans faire de. C'est pas que c'est un sacerdoce, mais c'est un. Comment dire? Moi, j'aime les histoires. Qui passe les histoires? Bah, c'est vous, en fait. Sans vous, on n'a pas d'histoire. Et je me suis rendu compte sur le tard que, en fait, si on a envie de savoir quelle est la bonne histoire, c'est à vous qu'il faut venir demander. Aujourd'hui, on est en train de nous enlever tous les PMU. Regarde, on est là au COSI, mais on n'a plus nos petits PMU, nos endroits où on se rassemble. Il y en a plein qui ferment et tout. La librairie, c'est un endroit où les gens, tu vois. C'est le PMU littéraire. C'est le PMU littéraire, mais c'est plus que ça encore. C'est que le livre, en fait, le prétexte, c'est de rassembler des gens finalement. Les histoires, ça rassemble les gens. Moi, quand j'étais petit ou jeune, tu vois, on aimait écouter les histoires, mais le premier truc, c'était que les histoires, elles permettaient aux gens de se rassembler. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours des profs de français au collège, par exemple, qui sont mes meilleures années. Pour de vrai. Moi, qui vous ont donné envie de lire. J'ai toujours eu des bons profs de français. En 5e, j'ai eu une prof de français, Madame Montfort, je me rappelle. Elle avait organisé des concours de lecture autour de romans policiers. Okay. Donc il y avait les romans d'Agatha Christie, il y avait Le Chien des Baskerville, je me rappelle, tu vois, ce genre de livre. Ouais, le roman policier, parce que en fait, elle nous a décomplexés. Moi, j'ai toujours été décomplexé sur la lecture. C'est pour ça peut-être que je suis bon public. Je me suis pas dit la lecture, c'est pas pour moi. Et c'est venu par le collège ou il y avait déjà une habitude de lecture chez toi peut-être? Ouais, la maman, elle a poussé quand même. Ouais. Ma mère, elle avait peur que ses enfants ils traînent dehors.
Et surtout, ma mère, elle a un rapport à la culture aussi. Ma mère, elle arrivait du pays. Elle était très cultivée, très cultivée. Donc elle est venue avec elle avait des livres aussi, des livres de philo, tout ça. Ma mère. Donc j'avais ce réflexe-là. Il y avait des livres chez vous ou est-ce que vous alliez les reprendre ailleurs? Et quand je dis livre, j'élargis, c'est pas forcément que livre. Est-ce qu'il y avait une habitude de l'histoire, peut-être, de raconter des histoires? Alors, oralement, ouais. Mon père, c'était un grand raconteur d'histoire, mais il n'avait pas le rapport au livre. Mais ma mère, elle l'engrenait. Elle lui dit ouais, quand tu rentres du travail, tu ramènes un livre. Donc il ramenait n'importe quoi, le pauvre. Par contre, lui, il rentrait dans les librairies. Comment il choisissait les livres pour vous alors? Il demandait au libraire. Okay. Tu vois, il allait en librairie, il allait à Paris, il disait ouais, il y a mon fils, tatati, ou mes fils, tatak. Et donc il revenait avec des livres. Mais c'était des livres. Et ma mère, elle disait c'est bien, tu vois, il ramenait des livres. Tu te rappelles de ce que c'était ces livres ou pas? Franchement, il y avait des romans bizarres, mais c'était pas des grands romans. Parfois, c'était des livres qui étaient adaptés à notre âge aussi. Okay. Mais ils ramenaient toujours dans un sac. Il y avait les légumes, mais dedans il y avait un livre. J'adore. Ouais, il n'y avait pas de. Ma mère, elle l'engrenait. Elle dit ouais. Et on avait la bibliothèque municipale aussi. Okay. Donc on y allait souvent. Ma mère, elle m'encourageait. Elle me disait vas-y, va et tout. Et j'avais deux ou trois potes qui étaient un peu là-dedans aussi, qui avaient des mamans un peu pareilles, qui poussaient et tout. Après, moi, j'étais beaucoup dans la bande dessinée aussi. Okay. Normal. Mais les premiers souvenirs de lecture, c'était les romans, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle. C'était tout là, ces petits romans, Les Misérables en version courte aussi. Oui, les abrégés. Tu vois, les abrégés, tu vois ça, ouais. Donc, et Les Misérables, après, c'est une autre histoire, ça c'est encore une autre histoire. J'ai envie de la savoir, cette histoire. Les Misérables. Bah oui, si tu veux. Les Misérables, c'est mon livre, c'est mon classique. J'ai découvert d'abord en version populaire, c'est-à-dire il y avait Jean Valjean, Cosette. En fait, c'était dans la culture populaire. Les gens ils parlaient Jean Valjean. Tu connaissais les personnages sans forcément avoir lu. Ouais, il y avait les dessins animés, je crois, à l'époque. Oui, c'est vrai. Il y avait les dessins animés, mais il y avait aussi des anciens qui nous parlaient, qui nous disaient ouais, Jean Valjean, des voisins et tout. Même mon père, ma mère, ils savaient qui était Jean Valjean, tout ça, Victor Hugo, tout ça. Mon père, il m'avait raconté l'histoire de Jean Valjean, mais mon père, pendant longtemps, j'ai cru qu'il disait n'importe quoi. Et en fait, mon père était bon. En fait, il s'est fait une culture à l'oral. Ouais. Et Les Misérables, je tombe sur le livre, peut-être que j'étais en 3e ou en 2e, je veux pas dire de bêtises. Mais il était par terre. Tu sais, parfois des gens ils sortent des encombrants, tout ça, et ils laissent des livres, tu vois. Je l'ai trouvé dans la rue, le pavé là, de 1000, parce qu'en vrai il fait 1000. Oui. Et je me rappelle, je me disais, mais c'est pas Les Misérables, Les Misérables c'est un petit livre, parce que moi je l'ai lu en avril. Ouais. C'est impossible, ça c'est quoi ça? Je l'ai pris, mais vraiment il était quasi neuf. Hein. Vraiment, je sais pas, quelqu'un peut-être a. Vous l'a fait tomber. Je le prends et tout, et ma mère elle aimait pas que je ramène des trucs de dehors. Elle aimait pas. Je l'ai quand même ramené. Je l'ai ramené, j'ai fait style, il venait de l'école et tout. Et après j'ai commencé à lire, mais c'était dur à l'époque. Il était plus ardu. J'avais une facilité de lecture, mais quand même Les Misérables quand t'es en 3e seconde. Oui, t'étais jeune encore. Tu m'as dit que tu l'as lu plusieurs fois, que c'est un truc que tu avais entendu. Qu'est-ce que tu retournais chercher quand tu le relisais, ce livre? Est-ce que tu sais pourquoi tu avais envie de le relire? Et deuxième question, tu réponds à celle que tu veux ou les deux. Qu'est-ce qui t'a autant accroché? Qu'est-ce qui t'a autant plu dans cette histoire-là? En fait, je pense que la première fois je le lis et je vois ce truc de description, tu vois, la description d'un monde. Et je me dis qu'il n'est pas si éloigné que le nôtre. Je sais pas comment expliquer, j'arrive à faire le pont, je me rappelle à l'époque. C'est le seul livre où je me suis dit, peut-être que j'aurais aimé être un des personnages. Tu sais, j'aurais aimé être dedans, j'aurais aimé être dans cette histoire. Mais c'est le seul livre qui m'a fait ça. Où tu te dis quand même que ce livre, il y en a qui disent qu'il est très sombre et tout. Hein. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un livre lumineux. Moi, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients qui sont dispersés pour comprendre ce qui va et ce qui va pas. En fait, donc j'ai un rapport à la lecture qui est. Moi, je vois la lecture comme des. Tu sais, un peu comme quand tu voyages entre les mondes. Tu sais que tu vas découvrir le cerveau de quelqu'un et tu vas faire un petit voyage, donc tu ouvres une porte et tu te jettes dans le toboggan, tu vois. Moi je vois ça comme ça. Après il y a des livres qui te bouleversent, qui restent en tête et tout. Mais c'est le plaisir qui te guide. C'est toujours le plaisir, ouais. C'est toujours le plaisir de relire une phrase, le plaisir d'être dans un univers qui n'est pas le tien. Je fais un saut dans le temps. Est-ce que là donc tu es venu en train pour me rejoindre? Tout à fait, le RER. Donc tu avais un livre avec toi? Ouais, j'avais un livre, j'ai toujours des livres. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors figure-toi que je lis. Attends. Tu peux me le montrer? Ouais, je peux le montrer quand même. Alors hier j'étais avec mon pote Rachid, on est souvent ensemble. Hein. Toujours le même, ouais, toujours dans la même, toujours la même bande. Et donc lui, à chaque fois, il prend son sac à dos, il a des livres, il les reçoit encore. Et je lis ce livre, je vois ce livre, j'aime bien la couverture. La nuit bleue. Il vient de sortir. Alors je sais pas du tout. La nuit bleue d'Anaïs Sautier, oui, il vient de sortir. Et donc je lis, je dis ok, ça c'est un livre qui, c'est parfait pour ma logique de train. Je dis je vais faire du RER, je vais lire le début. Ok. Tu l'as commencé donc ouais, je l'ai commencé hier dans le train. Ok. T'en es où? Il n'y a pas de marque-page? Non, pas de marque.
Les pages, je les ai dans la tête. Tu te souviens de là où t'en es? Ouais, Quel que soit le livre. Quel que soit le livre. Tu peux m'en parler? De quoi il parle ce Écoute, livre? j'ai pas regardé, j'ai lu vite fait le pitch, mais moi je crois pas au pitch. Je crois, je sais pas comment dire, à des mots-clés, tu vois, qui peuvent résonner dans ta tête. Moi j'aime, je vais faire une critique littéraire. Moi j'aime les histoires qui sont accessibles à tous. C'est-à-dire que tu peux rentrer dedans et tu peux très facilement les raconter après. C'est-à-dire que si tu as aimé le livre, tu peux très facilement donner envie à quelqu'un d'autre de le lire. T'as besoin qu'il y ait un propos, quoi. T'as besoin qu'il y ait une histoire. Ouais, moi je suis un gars qui vient aussi beaucoup de l'oralité, donc beaucoup de gens m'ont raconté des histoires. J'aimais bien ça, j'aimais bien être avec les grands, écouter les histoires des grands et tout. Et j'aime bien l'idée que les histoires se transmettent, comme les livres en fait. Tu vois, cette tradition, cette transmission de se dire t'as bien aimé un livre, tu vas le passer. Et alors, parle de quoi ce livre? Ça raconte Marseille, il y a une fille, je veux pas trop en dévoiler pour pas faire le... Mais c'est une fille en fait qui a 17 ans et qui a perdu sa grand-mère, sa mère est partie, sa grand-mère est décédée et donc en fait pour pas être placée par une assistante sociale ou quoi, et ben elle reste dans son appartement sous la protection de son grand frère qui l'appelle tous les matins à 6h et quelques pour lui dire en gros pour prendre des nouvelles, lui dire lève-toi. On doit pas savoir qu'elle vit seule et tout, donc elle doit avoir une vie très bien rangée, sauf qu'elle est dans un quartier qui est un peu compliqué et tout, et donc elle va se lier avec un gars qui s'appelle Croco qui va lui faire la cour et tout, et ça raconte une histoire un peu d'amour et un peu de détresse dans le quartier, mais aussi après j'en suis qu'à la page 67, il y en a quand même là je fais un peu 165, ça va. Ok, t'as presque fini. Ouais, et donc ça raconte aussi Marseille, et moi je suis très sensible à Marseille, mais c'est dur de raconter Marseille. Je trouve que c'est la ville la plus dure à raconter. Beaucoup de gens se sont ratés à raconter Marseille, trop dans le folklore et tout. Dans les livres, tu veux dire? Ouais, dans les livres. Fiction, dans la fiction, et même à la télé, ou tu vois, dans les séries et tout, il y a une sorte de folklore autour de Marseille, un fantasme. Et en fait, là, je trouve qu'il y a un truc authentique. Moi, je connais un peu Marseille. Parce que j'allais te demander, t'as vécu là-bas ou tu connais? Non, mais j'ai beaucoup bossé là-bas et tout. Je suis supporter de l'OM, donc je vais souvent au stade de l'OM. Mais je trouve que quand c'est authentique et qu'on triche pas, je trouve que c'est toujours super de lire des livres sur Marseille. C'est quand c'est surfait un peu. Et là, c'est pas surfait. Là, qu'est-ce que je lis en même temps? La Maison vide. Ah, Laurent Mauvigné. Laurent Mauvigné. Ouais. Et je lis un livre qui s'appelle, alors je veux pas écorcher, je crois, le titre, mais c'est Les Deux Mégots de Geoffroy Le Guilchet. Ça n'a rien à voir, c'est un cold case en fait. Ok. Ouais. Et franchement, je trouve que moi, je suis pas un grand fan des faits divers à la base, mais lui, je trouve qu'il a, moi je le connais un peu, j'ai bossé un peu avec lui et tout. D'accord. Mais je trouve qu'il a rendu quelque chose, il a vraiment transformé un fait divers, malheureusement un fait divers malheureux, c'est un vrai roman. Vraiment, ça se lit comme un roman. D'accord. J'ai un livre, c'est de la triche, mais il y avait je le connaissais un peu. Ouais, je connaissais l'auteur qui est décédé, perd son âme. C'était un super gars, Joseph Pontus. Ah oui, à la ligne. Ça pour moi, c'est un livre incroyable. C'est un livre extraordinaire. Et Joseph Pontus, je l'ai connu à Nanterre. Tu l'as connu lui personnellement? Ouais. La personne quoi. Ouais. La personne, je connaissais parce qu'en fait, quand j'ai commencé le journalisme, un des premiers articles que j'ai fait, c'était avec lui. À l'époque, il était éducateur spécialisé à Nanterre. D'accord. Et le mec était génial. J'oublierai jamais ma rencontre avec lui. Et en fait, c'est un gars qui je pense qu'il avait une sensibilité supérieure. Je crois que quand il sort à la ligne, c'est des années plus tard. Ouais. Mais il se souvient de notre discussion. Incroyable. Et il me l'envoie, il me le dédicace et tout sur une référence que je lui avais fait il y a longtemps sur un joueur de foot, le numéro 10. Il me fait, il me fait la dédicace. Je dis non. C'est beau. Et je lis le livre. Au-delà du tout, parce que je l'aimais bien, mais je l'aimais bien, mais je connaissais. Et le livre, il était extraordinaire. Je dis mais là, c'est extraordinaire. Et un jour, je suis retombé en librairie et en fait, on me l'a conseillé vivement. À la ligne? À la ligne, mais il était déjà décédé, le pauvre. On parlait de, voilà, et je crois qu'on parlait de l'usine, je parlais de Peugeot, à me dire, il faut lire à la ligne et tout. Et un truc vraiment, ça sortait des tripes. Et je le connaissais, tu vois. Tu l'avais déjà... Et je l'ai acheté pour l'offrir. Ouais. Il y a des livres comme ça qui ont été importants pour toi ou que tu as vraiment beaucoup aimé, que tu aimes offrir. Il y a des livres que tu aimes particulièrement offrir. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les biographies aussi, les autobiographies de sportifs. Moi, il y en a une qui est très très forte, je trouve, André Agassi. Oui. Incroyable cette biographie. André Agassi, il est génial, et l'autobiographie, je trouve, elle est géniale. Quand il raconte qu'il aimait pas le tennis, exactement. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, parce qu'en fait, ça raconte plein de choses sur la vie. Oui, au-delà du sport en lui-même. Parce que souvent, c'est les biographies ou autobiographies sur le sport, c'est cata, c'est un truc de com. Ouais. Mais lui, en fait, il est en mode roue libre, quoi. Ouais. Donc, j'aime bien celle-là. Si tu devais offrir un livre au jeune homme que tu étais à 20 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé lire?
Faizagen peut-être. Lequel? Le tout premier. C'était Kiff demain. Kiff demain, ouais. Ouais, je l'ai lu tard, celui-là. Ok. Tu vois. Celui-là, j'aurais bien aimé le lire pour une raison simple, c'est que, mais honnêtement, hein, c'est un livre qui est écrit avec, je vais le dire comme ça, mais je pense que tu vas me comprendre, c'est sans arrière-pensée. C'est-à-dire que tu veux juste kiffer ton truc. Tu t'écris parce que t'aimes bien ça et tu veux raconter une histoire. Bah, celui-là, j'aurais bien aimé le lire à l'époque. La bonne surprise que j'ai eue, c'est un livre sur Marseille, c'est Adrien Bel, 5 dans tes yeux. Et c'est un livre qui, ça se voit, c'est écrit en mode j'ai envie de vous raconter une histoire, tu vois. À la base, c'est une bande de potes et il n'y a pas vraiment d'histoire dans 5 dans tes yeux. Le livre, je le trouve génial. On te prête des livres? Ah ouais, ça fait. Moi, je suis de cette culture-là. Il faut tu les prêter rends? les livres. Ouais, je les rends. Et toi, tu prêtes tes livres? Ouais, je les prête. J'ai pas de problème. Ça, pour moi, un livre, c'est fait pour ça. Et si on te le rend pas? C'est pas grave. Ok, t'as pas le pas désir grave. de posséder ton livre, de le garder toujours avec Non, toi? sauf des livres qu'on Celui m'a de offert. Joseph Pontus qui te Joseph dédicace. Pontus qui m'a dédicacé, qu'on m'a volé. Qui t'a volé ça? Je l'ai prêté. En fait, je l'avais plus. Et il y a une collègue qui me disait à l'époque, il faut que je le lise, faut que je le lise, faut que je le lise, faut que je le lise. Et je dis, tu me le rends. Ouais. Tu vas la retrouver. Ouais. Et en fait, le temps a passé. Et en fait, après, j'ai oublié. Après, je lui ai redemandé. Elle me dit, ouais, je sais plus où il est. Après, c'est fini. Donc tu l'as plus celui-là? Je l'ai plus. Je trouve que quand même un livre, une histoire, si tu veux la garder, si tu me le rends pas, peut-être que quelqu'un un jour va venir te le prendre aussi, tu vas le prêter à quelqu'un. Moi, je suis pour que tout circule. Ça circule, oui, c'est ça. C'est Ouais. comme l'oralité que tu parlais tout à l'heure, Ouais. c'est les histoires, elles vivent leur vie. Exactement. Il y a un livre que j'ai jamais lu. Franchement, ça c'est un. Je suis allé chercher Les Bienveillantes, mais il y a longtemps. Ça fait 20. Jonathan Little. Jonathan Little. Ça fait quoi? 2009, 2008. Ouais. J'étais en pleine bourre dans ma carrière de manager dans les multinationales. Donc ça, tu l'as Je l'ai jamais lu. Tu as envie? Je vais le lire. Tu vas le lire. Je vais le lire. Après, Un jour, je il est chez vais ta téléphoner. mère, Il est chez ma mère, celui-là. On a quand même parlé de pas mal de choses, je te remercie. On va arriver à la dernière partie Aïe. de cet entretien qui s'appelle le passeport littéraire, une série de questions un peu posées à tout Le le monde. contrôle d'identité, vas-y. Exactement. T'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Ramsès, Il y a un la buzzer. première question. Si tu étais un titre de livre, est-ce qu'il y a un titre qui te représente ou qui te parle ou qui te fait écho à quelque chose en toi? 5 dans tes yeux, je pense, le titre en lui-même. Ouais. Parce que déjà, c'est une expression qui revient souvent. Tu vois, il y a un rapport aussi au mauvais œil et tout. Moi, ça me fait rigoler, ça. Mais il y a un vrai rapport au mauvais œil et tout, 5 dans tes yeux. Et aussi ce côté un peu humble que raconte cette expression. La pudeur, ouais, nous, on est très pudiques, tu vois, entre potes. Et la lecture, c'est pareil. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des potes, ils ont lu mon livre, on ne s'en jamais parlé. avec moi. C'est vrai? On n'a jamais parlé. Tu leur demandes pas? Je leur demande pas. Et eux, Tu vois, ils je demande pas, mais on parle pas. Un jour, il y en a, ils sont venus me voir en librairie, ils sont rentrés, ils m'écoutaient parler un peu. Ils sont sortis. Pendant la rencontre? C'est-à-dire Ouais, en fait, ils sont partis fumer une clope et tout. Ils m'ont dit, parce que je sais qu'ils étaient touchés. Tu vois. Mais il y a un truc qu'ils vont pas dire. Donc on est parti manger, on a fait comme si, tu vois, on a parlé de foot, de la vie, de machin. Mais on n'a pas parlé. Tu sais, ils m'ont dit bien et tout. Je sais qu'ils sont fiers de moi. Mais je sais, juste en sortant, c'est l'acte le plus. C'est comme s'ils m'avaient fait un câlin. Tu étais un personnage, un héros ou une héroïne de roman, tu serais qui? Jean Valjean. Jean Valjean. Jean Valjean, Jeannot. Jeannot, Non, tu l'as fait. Non, je rigole. Non, Jean Valjean, mais vraiment parce que déjà il était important pour mon père, Jean Valjean. Mon père disait, ah, Jean Valjean c'était quelqu'un. Moi je pensais qu'il divaguait. Il me parlait de Jean Valjean et en fait j'ai retrouvé dans le roman, surtout après l'avoir lu avec beaucoup de maturité, des choses que mon père me disait. Mais ton père, il l'a jamais lu. Il n'a jamais lu, c'était un truc oral. Mais mon père il avait un truc, c'est que j'ai appris plus tard qu'il allait se poser à côté de la Sorbonne. Comme plein de gens et tout, il allait avec un pote à lui, deux Tunisiens, son pote était fou aussi. Et donc ils allaient discuter et tout, ils faisaient les mecs un peu. Et mon père il était toujours bien sapé à l'époque. Toujours mon père. Et la sape c'était un truc de fou. On en fait peu sur les darons qui se sapaient, c'était eux les sapeurs. Nous, mon père était toujours avec son petit manteau, tout, etc., son petit costume. Il était ouvrier, menuisier mon père, maçon, menuisier, politique, livre et sport. Mon père c'était une bibliothèque en sport, incollable. Tu vois, par exemple sur la boxe, il y a des gens qui écrivent des livres de boxe. Parfois je dis ouais papa, tu vois, un livre qui m'a marqué, scène de boxe de Élie Robert Nicou. Il s'appelle comme ça, je crois. Élie Robert Nicou. Incroyable ce livre. Scène de boxe, je crois que ça s'appelle. J'en suis quasiment sûr. Incroyable. Est-ce que tu as le souvenir d'un dernier grand chagrin de lecture? Tu peux entendre le mot chagrin dans le sens que tu veux. Ouais, le dernier grand chagrin, mais pas chagrin au point où je pleure dans un livre et tout. Enfin, pour un livre où, moi, c'est Tropique de la violence. Pour le côté gamin. Ça raconte quand même des histoires de gamins hyper durs
dur, gamins livrés à eux-mêmes et tout. Ouais, moi ça me fait de plus en plus mal, tu vois. Est-ce que, alors, tu les choisis peut-être pas pour ça, mais est-ce qu'il y a un livre qui pour toi serait la plus belle histoire d'amour que tu aies lu, quel que soit l'amour dans tous les sens? Peut-être que c'est la sensibilité d'enfant, mais Tristan et Iseux. Ah oui? Ouais. Que tu as relu adulte ou que tu lisais quand tu étais au collège? Je l'ai relu, moi je l'ai lu au collège, c'était une lecture obligatoire. Non, je l'ai lu au lycée, je pense. Et je sais qu'à l'époque, ça m'avait marqué. Je l'ai pas relu après. L'amour impossible ou l'amour, contrarié? Ouais. C'est ça? Ouais. Et je trouvais ça beau. Ça faisait quoi des histoires qu'il y avait à côté, tu vois, des histoires de vie, tout ça. Après, c'était des chevaliers. Tristan, c'est un chevalier, si je me trompe pas. Je pense que c'est celle-là, ouais. Ce côté, elle m'avait. En fait, c'est le premier livre qui m'a. Il y avait Les Misérables, mais d'un point de vue amour, c'est celui qui m'a ému. C'est le premier qui m'a vraiment ému. Et je l'ai gardé en tête. Donc c'est Tristan Iseux, je dirais. Il y a des auteurs, morts ou vivants, d'ailleurs, que tu aimes bien rencontrer, que tu aurais aimé rencontrer pour le cas de personnes mortes, ou avec qui tu aurais aimé échanger, prendre un café. Victor Hugo, Zola, Agatha Christie. C'est vrai? Ouais, Agatha Christie, parce que je sais qu'elle a aussi, elle vient d'une époque où voilà. Tout n'est pas prendre. Exactement, mais savoir comment elle construisait ses histoires, ce côté très technique. Et parce que c'est les premières lectures hors scolaire, ce côté roman policier, le Crime de l'Orient Express et tout, par exemple, ça c'est un truc pour moi, c'est incroyable. Tu vois, le Crime de l'Orient Express, c'est incroyable. Annie Ernaux, j'étais sûr. Annie Ernaux, ouais. Annie Ernaux, être dans son salon, on discute. Mais tu pourrais encore. Je pourrais. Retourner la voir. Ouais, retourner la voir, mais c'est un honneur parce que j'ai trouvé qu'on avait une discussion comme j'aurais pu avoir avec une voisine. C'est pas une histoire. Ça veut dire qu'elle est. Il y avait une évidence dans la discussion. Tu t'as pas l'impression d'être avec quelqu'un de. Non. Et avec Rachid, on a toujours été comme ça. Nous, notre rapport. C'est pour ça qu'on est aussi très potes, que ce soit humainement, mais aussi professionnellement, parce qu'on a bossé ensemble longtemps à Libé. C'est qu'on a aussi ce rapport où tout est accessible. Est-ce que j'ai une question terrible là, dans les dernières questions. Ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? Je préfère ne plus jamais écrire. Ok. Ah non, je préfère ne plus jamais écrire, ça n'a rien à voir. Okay. Alors là, c'est même pas sans. Tu pourrais te passer d'écrire? Largement. Mais pas de lire? Non, la lecture, c'est la vie. La lecture, c'est vraiment la vie. Et je parle de la lecture, ça pourrait être 4 pages d'un truc. Mais la lecture, c'est la vie. Même ma mère qui lit beaucoup moins, elle me dit, parfois je lis 3-4 pages, ça va mieux. Tu vois, 3-4 pages de quelque chose, c'est pas grave. Donc, non, la lecture, on est obligé. Je pense qu'on est aussi dans un moment où on en a besoin. On a besoin de vivre dans des univers un peu, rentrer dans des univers. J'ai lu La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo, par exemple, avec qui j'ai fait des rencontres que j'aime beaucoup. Mais tu vois, ce livre-là, il m'a fait du bien. Tu vois, c'est une vraie histoire, c'est un truc, tu vois. C'est Marseille encore? C'est Marseille. J'ai pas un prisme Marseille, hein. Non, mais c'est intéressant. Mais j'aime ça, tu vois, j'aime ce monde-là. Tu te souviens des endroits où tu as lu certains livres? Ouais. Un jour, j'ai lu un livre quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'ai relu Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Non, Le Chien des Baskerville. Il me demande pas pourquoi. Il était dans un. Je l'avais ramené dans une. Je voulais le prêter. Ouais, voilà. Il y avait un pote à moi, il m'a dit ouais, je veux le prêter à ma petite sœur. Elle était au collège et nous on était au lycée. On était coincés à la gare Saint-Lazare et il n'y avait plus de train. Je crois qu'il n'y avait pas de Noctini à l'époque. Et je l'ai relu. Mes potes étaient en train de comater et moi je dis vas-y, je vais relire. J'ai relu Le Chien des Baskerville. Mais est-ce que tu sais celui que t'auras envie de lire après ce fois-là? Là, je vais aller voir ma mère après. Je vais aller prendre Les Bienveillants. Comme rien, je prends Les Bienveillants. Parce qu'on en a parlé. Tu prends Les Bienveillants? Je vais prendre. Tu m'envoies un message pour me dire voilà, je l'ai. Ouais, je l'ai. Ok. Ouais, je vais y aller là. Très bien. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, mais sans savoir qu'elle sera pour toi. D'accord. C'est une question à l'inconnu. Ouais. C'est François-Henri Désérable que j'ai rencontré récemment. Ouais. Je sais pas si tu le connais. Non, mais ça rime avec Les Misérables. Ah oui, c'est vrai. C'est super. Incroyable. Ouais, tout a un sens dans la vie. Exactement. Il te pose la question suivante. Est-ce que tu considères la littérature comme un acte qui engage toute une vie, toute ta vie, ou comme un simple marchepied de tes ambitions sociales? Non, il n'y a pas d'ambition sociale. Vraiment pas. Moi, je pars du principe que si on arrête de faire les choses avec le cœur, on n'y arrive pas. Tu vois. Moi, c'est mon éducation et on n'est pas rentré dans la littérature pour ça. Donc non, est-ce que ça engage une vie? Non, non plus. C'est dans un entre-deux? Je suis dans un entre-deux. Je peux pas dire que ça engage une vie parce que moi, je pense que j'ai un rapport à la littérature qui est beaucoup trop dans le plaisir, dans le cœur, et j'ai pas une attente de quelque chose. D'accord. Et j'ai pas un besoin. Tu vois, il y a des gens, et je le respecte, ils ont un besoin de raconter une histoire. Ils ont besoin de raconter leur histoire, de raconter quelque chose. Moi, c'est le partage, le côté, en fait, le plaisir d'écrire. Moi, si je perds le plaisir d'écrire, jamais j'irai dans une souffrance dans l'écriture en disant ouais, putain, il faut que ça sorte.
Si c'est ça, je le ferai pas. À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je C'est vais vrai après toi sans que tu saches qui il ou elle sera. Ouah, putain, j'ai trop de questions là. Laquelle tu choisis? Est-ce qu'il y a une fin d'un de tes livres que tu regrettes? Ah, Après, il y en a une deuxième. ah mais- tu veux poser les deux? Ouais, comme ça. C'est moi qui choisis? Ouais, tu choisis. Vas-y. Est-ce qu'il y a un personnage secondaire qui aurait dû être ton héros? Ah, Tu vois, genre un gars ou une meuf qui aurait dû. Tu te dis, en fait, c'était ça On est passé le à personnage côté. principal. Ouais, on est passé à côté. Le personnage, c'était lui. Je le tenais. écoute, je vais voir si je pose une des deux ou les deux. Ouais. Et Voilà, je, mais là, c'est vrai. je poserai en tout cas et je te prépare ta réponse. J'ai une toute dernière question. Mais après, avec je te laisse plaisir, il n'y a tranquille. pas de souci. C'est du plaisir. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé, ou peut-être d'autres dont tu m'as pas encore parlé, il y en a un dont tu me conseilles à moi la lecture personnellement? Mais t'as dû tout lire tous les livres, toi. Mais C'est bah, pas... j'ai pas lu tous les livres. Tu lis. En fait, j'en ai lu tellement, mais tu sais, le matin, j'ai une mémoire aléatoire. Il est 11h30 maintenant. Ouais, mais le temps que les cafés infusent dans le. C'est ça. Il y en a que j'aime bien, moi, c'est Belle Amie, mais je sais pas si tu as dû le lire celui-là. Je l'ai lu il y a longtemps, ouais. Maupassant, Belle Amie, c'est un de mes livres préférés, ça. C'est vrai? Ouais. Les derniers jours d'un condamné. Le Victor Hugo. dernier jour d'un condamné, Victor Hugo. Génialissime celui-là. Ok. Et tu me disais un endroit insolite. Ah, c'est Ouais. trop tard. C'est quoi? Un endroit insolite Non, où j'ai c'est lu. pas trop tard, je t'en prie. Sur les marches du Crous. Sur les marches du Crous, Le t'as lu dernier ça? jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné, Ouais. tu l'as lu sur les marches du Tu sais, Crous? le Crous, il y a 3000 personnes avant toi. Ouais, c'est vrai. Je suis venu et tu sais, à l'époque, je crois pas qu'à l'époque il y avait les téléphones, internet. Non, c'était dans les années 2004-2005 ça. Un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller au Crous. Je vais au Crous, il y avait au moins 100 personnes, 100 personnes, facile. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et là, dans mon truc, je dis, ah, j'avais ce livre. Je le lis. Mais dernier jour d'un condamné. il est court en plus. Je le lis, ça m'a fait tellement de bien, j'étais content. Bon, très bien. On va s'arrêter là, j'aurais pu t'écouter des heures. mais non, Merci ça fait beaucoup. plaisir. C'était super. Ouais, merci beaucoup, merci à toi pour les cafés hein, déjà. Et pour le plaisir de la rencontre. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Ramsès Kefi. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgendsquilises.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et partagez-le avec d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée dans les livres. It's